a life, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I rip it up, you just gotta hand me the rock. Swear. Bonjour Cédric Doumbé, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va passer par la complète de La Sueur et c'est une interview qui va reprendre un petit peu ton parcours jusqu'à maintenant. On va commencer par le commencement. Ton enfance, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où et comment est-ce que tu as grandi? Et après on part sur ce qui a fait ta carrière jusqu'à maintenant. T'as 2 heures devant toi. Où et comment j'ai grandi? J'ai grandi au Cameroun. À l'âge de... j'ai grandi... Je suis né au Cameroun déjà. Je suis né au Cameroun. Hein. Je suis né au Cameroun à Douala, qui est la capitale économique, et pas la capitale qui est Yaoundé. Et donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 9 ans. J'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, tous dans une très très grande maison. Et ma mère est allée en France 1 an avant nous. Donc quand j'avais 8 ans. Et puis à 9 ans, on l'a rejoint, ma sœur et moi. Puis 1 an après, ma grand-mère nous a rejoints. Donc nous voilà à 4, à l'âge de 10 ans, nous voilà à 4 dans un petit studio insalubre du 18e arrondissement parisien. Et donc ma mère luttait, comme elle le fait si bien, pour subvenir à nos besoins, à ma grand-mère, ma sœur et à moi. Et à côté de ça, nous, on était en primaire, au collège. On travaillait à l'école. Ma sœur qui travaillait plutôt bien. Et moi qui faisais le clown à l'école. Je cite mes professeurs de l'époque. Et ma grand-mère qui était toujours présente parce que ma mère qui se levait qui partait de la maison, qui partait de l'appart à 6h et qui revenait très tard, vers 22h, 23h. On n'avait pas trop de temps à passer avec elle en semaine et en week-end parce qu'elle était assistante maternelle. Et donc la grosse partie de mon enfance, mon éducation en partie a été faite par ma grand-mère. C'est pour ça qu'on peut voir sur les réseaux que je suis très proche d'elle, contrairement à plusieurs personnes qui sont pas forcément proches de leurs grands-parents. Et moi c'est tout l'inverse. J'ai une très très forte, c'est ma deuxième maman, très très forte relation avec ma grand-mère qui m'a tout appris. Et donc voilà comment j'ai grandi. Ensuite, mes résultats n'étaient pas très très bons. Hein. Les profs, je cite les profs, Cédric a beaucoup de capacités, mais il passe son temps à faire rire ses camarades. Donc là, ma mère a pris peur et on a quitté cet appartement, ce studio insalubre, pour aller à Angoulême. Ma mère qui est restée à Paris et qui nous envoyait, ma sœur, ma grand-mère et moi, à Angoulême. On vivait chez une tante à Angoulême qui était censée être sévère envers moi. Et donc avant ça, bien sûr, on a déménagé 2-3 fois dans le 18e arrondissement de Paris. Hein. On était dans un premier temps à Max d'Armois, ensuite à Porte de la Chapelle, ensuite dans un autre appartement encore à Porte de la Chapelle. Donc les conditions de vie s'amélioraient quand même au fur et à mesure. Mais ça restait quand même très difficile pour ma mère. Nous, on était très, très petits, hein, très jeunes, les années primaire, collège. On avait tout ce qu'on voulait. On manquait de rien, on mangeait à notre faim, on avait des baskets, donc on se rendait pas trop compte. Mais maintenant, avec la maturité, je me rends compte que ma mère a beaucoup galéré pour qu'on soit qui nous sommes aujourd'hui. Donc voilà. Et donc ensuite Angoulême. Et donc Angoulême, on termine le collège. Et puis je redouble mon année de 3e pour les mêmes raisons. Cédric a des capacités, mais il passe son temps à faire rire ses camarades. Et c'est vraiment ce que je faisais. Je faisais rire mes camarades. Et je me souviens, je faisais des sketchs en plein cours. Pas vraiment des sketchs, mais plus des imitations à cette époque-là, étant donné que j'avais pas encore l'imagination pour écrire des textes. Mais je faisais plus des imitations. J'imitais des profs, j'imitais des élèves, j'imitais des surveillants. Et je passais mes journées à faire ça, à imiter même des sketchs à l'époque de Jean Dujardin, Brice de Nice. Je les refaisais à l'école. Donc j'avais déjà cette prédisposition à être humoriste. Et puis j'ai redoublé ma 3e. Là, ma mère elle était en colère. Du coup, elle m'a envoyé chez une autre tante, encore plus sévère, à Avignon cette fois-ci. Là où j'ai fait une année très difficile parce que je m'entendais
pas du tout avec cette tente. Et étant difficile cette année, en fait, je l'ai réussi haut la main. J'ai eu mon brevet avec mention. J'étais un très très bon élève à l'école, qui faisait rire ses camarades en étant bon à l'école. Et ensuite, ma mère m'a fait revenir à Angoulême, là où j'ai commencé le full contact complètement par hasard. Et ma mère était totalement contre, bien sûr, parce qu'elle voulait pas que son fils fasse de la boxe. Elle voulait pas que son fils ait le nez cassé, qu'il soit défiguré, etc. Et elle n'avait pas encore cette connaissance du sport de combat moderne. Et du coup, étant un élève, un enfant modèle qui écoute sa maman, j'ai continué. J'ai continué en cachette à boxer. Et par la force des choses, le destin a fait que elle s'y est fait. Et je lui ai imposé en fait ce que je voulais faire. Et avec le temps, en voyant que je n'avais pas de blessure, et en voyant que je gagnais mes combats, elle l'a accepté. Et ensuite, l'un des plus beaux jours de ma vie, c'est quand elle est venue pour ma première ceinture du Glory, la consécration, Cédric Doumbé contre Nicky Hosken. Là, elle était présente et elle criait plus que tout le monde. Et je me souviens, toute la salle était contre moi. Et je crois qu'il y avait 20 000 personnes qui étaient contre moi. Et il y avait elle qui criait mon nom. Et au final, son fils a gagné champion du monde. Premier français champion du Glory et le seul. Donc voilà. T'as commencé à quel âge le full contact, tu me disais? J'ai commencé le full contact à l'âge de 16 ans. À 16 ans. Et qu'est-ce qui a fait que t'es tombé autant amoureux de ce sport-là, qui a fait que, malgré l'avis de ta maman qui voulait pas, tu voulais absolument continuer et tu savais que, c'est là-dedans que tu t'exprimais le mieux, entre guillemets? Déjà, là-bas, je suis très têtu. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je vais la faire, cette chose. Donc, je suis très têtu. Dieu merci, parce que c'est quand même une qualité aussi d'être têtu, c'est-à-dire t'es persévérant, tu vois, être têtu c'est un peu être persévérant, être travailleur, c'est ça aussi être têtu. Et donc quand j'ai poussé pour la première fois les portes de cette salle de full contact à la Couronne, à Angoulême, mon entraîneur qui s'appelait Serge Gallardo, ça m'a tout de suite plu en fait. J'ai découvert un autre sport, avant j'étais dans le foot, ça me plaisait pas tant que ça, et en plus j'étais pas très très bon. Il y a toujours cet orgueil où j'ai envie d'être le meilleur, où j'avais envie d'être le meilleur, j'ai toujours envie d'être le meilleur, où j'avais envie j'avais envie de reconnaissance, qu'on dise c'est bien Cédric, t'es fort Cédric, voilà. Et à la boxe, au full contact, j'avais ça parce que je me débrouillais bien, j'apprenais vite, quand je sortais je reproduisais les mouvements dans le vide et ça me plaisait. Et le fait que ma mère me dise non sans même me connaître, ça m'a frustré. Du coup, j'étais pas d'accord et j'ai persévéré parce que ça me plaisait. Ça me plaisait, je faisais de mal à personne me faisait de mal. Donc je me suis dit, voilà, en plus c'est du sport. J'y allais en cachette. En fait, c'était l'appel, C'était l'appel de ça, de la boxe, du sport. Et je sentais que j'apprenais très très vite. Je sentais que j'étais talentueux dans ce domaine. Du coup, j'ai persévéré. Et ça a été comment d'ailleurs ta progression? Est-ce que t'as toujours connu la victoire, ou en tout cas t'as toujours vu que t'avais des facilités, t'as toujours eu cette espèce de grain en plus qui faisait que tu surclassais toujours tes adversaires, ou alors est-ce que tu faisais partie des mecs un peu besogneux au début qui travaillent pour rattraper un peu, et après comme ils ont un peu cette discipline, ils arrivent à émerger un peu? T'étais plutôt quel profil? Alors déjà là-bas je suis très croyant, de plus en plus au fil des mois, des années, et à cette époque-là je me considérais pas comme talentueux, je me considérais juste comme quelqu'un qui aime le sport et qui juste apprend vite, voilà, qui assimile vite. Donc quand j'avais 16, 17, 18 ans, je me considérais pas comme quelqu'un de talentueux, voilà. Je savais que j'aimais ce sport et que j'apprenais vite et c'était tout. Ensuite, avec plus de maturité, vers l'âge de 18, 19 ans, là, même le côté spirituel a pris le dessus, je savais que c'était fait pour moi, que j'étais prédestiné à être champion. Je savais que c'était pour moi ça, que c'était écrit. Et donc j'avais la foi parce que j'apprenais hyper vite. Tout le monde me disait que j'avais des capacités qu'ils n'avaient jamais vues, j'avais des aptitudes qu'ils n'avaient jamais vues auparavant à mon âge. Donc à force de voir ça, à force d'enchaîner les victoires, les KO, sans énormément travailler, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais pas un travailleur de fou. Du coup, et puis même en me contant à chaque fois le parcours de ma vie, mon histoire,
de là où j'ai grandi, de là où je suis né jusqu'à là où j'étais, ça me motivait. Et c'est ça qui m'a fait comprendre qu'en fait, non seulement je suis talentueux, parce que vu tout ce que j'accomplis, c'est pas donné à tout le monde, et en plus de ça, c'est mon destin d'être champion, donc je vais persévérer parce que c'est fait pour moi. C'est Dieu qui a mis ça sur ma route, ou qui m'a mis sur le chemin de la boxe, et je vais exploiter ça. Pourquoi est-ce que tu crois que t'as cette espèce de destinée et jusqu'où tu penses que ça va te mener? Moi, je pense qu'on a tous une destinée. Je pense que Dieu a un projet pour chacun de nous. Maintenant, la difficulté, c'est de trouver quel est ce projet. La difficulté, c'est de trouver comment accéder à ce projet. Moi, j'ai eu la chance alors, le mot chance, ça me fait rire, parce que la chance, c'est Dieu, en fait, pour moi. Donc, j'ai eu la chance de découvrir ce sport-là, par hasard, parce qu'avant, j'étais dans le foot. Donc, pareil, là, j'ai pas trouvé ce chemin. J'avais le mauvais chemin, parce que j'étais dans le foot, j'ai persévéré. Je m'y suis donné à fond, parce que c'est ça la clé, en fait, de la découverte de son destin. C'est chaque chose qu'on touche, chaque chose qu'on entreprend, il faut s'y mettre à 200%. Comme ça, si ça marche, c'est qu'en fait, on était sur la bonne voie. Et si ça ne marche pas, c'est forcément que c'était pas la bonne voie, parce qu'on l'a fait à 200%. Ouais, qu'il n'y ait pas d'excuse à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Donc moi, le foot, j'étais à fond, mais je voyais que j'étais pas bon. Et je voyais que ça me plaisait pas, ça m'animait pas, il n'y avait pas cette flamme dans le foot. Et quand j'ai fait le sport de combat, directement, j'ai vu le talent, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai vu que je voulais pas lâcher, malgré l'avis contraire de ma maman. Et donc, ce qui me fait penser que je suis fait pour ça, c'est que, comme je le dis, à chaque combat à l'époque, j'avais un stress incommensurable. Et malgré ça, il se passait quand même cette chose où j'arrivais à gagner mes combats par KO, j'arrivais à me relever après des coups vraiment très durs. Hein. Je me souviens, lors d'une demi-finale du Partouche Kickboxing Tour, quand je prends un coup de pied retourné, le talon dans la mâchoire, et je sais pas comment j'ai fait pour rester debout et pour gagner le combat par KO. Quand je me souviens en Suisse, quand j'ai boxé un Suisse qui m'a mis au tapis avec un coup de genou, et je me relève et je termine le combat avec cette rage. Il y a des trucs qui me sont arrivés et là je me dis non, c'est fait pour moi. Et je sens aussi cette flamme dans mon cœur qui m'anime, parce que moi, si je fais tout ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour qu'on dise Cédric, t'es fort, t'es beau, t'es talentueux. Si je fais ça, c'est parce que derrière, je pense à ma famille, je pense à ma mère. Une sorte de récompense. Je me sens comme l'instrument de Dieu pour récompenser ma mère pour le travail qu'elle a fait pour nous. Je sais pas si tu me suis. L'instrument de Dieu, donc sans prétention aucune, parce qu'on est tous à un moment donné les instruments de Dieu. L'instrument de Dieu pour récompenser ma mère. C'est-à-dire que je pense qu'au lieu que Dieu dise bon, t'as bien élevé tes enfants, t'as charbonné pour eux, tiens, gratte au loto, c'est bon. Non, je pense qu'au lieu qu'il fasse ça, il dit voilà la récompense. Voici cette bénédiction que je donne à ton fils. Et voilà, il va exceller. Alors pourquoi ce sport? Ça, franchement, il y a des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Aujourd'hui, je suis dans ça, je suis passionné par le cinéma, par l'acting. Peut-être que demain, je vais bifurquer, justement parce que Dieu l'aura décidé ainsi. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui m'anime, c'est le sport, la discipline, le domaine dans lequel j'excelle, c'est le sport. Donc je suis cette route-là en me comportant au mieux et pour ma famille. Parce que moi, le but, c'est que ma mère soit bien, ma grand-mère soit bien, ma sœur, tout le monde soit bien et ne manque de rien. Alors, il y a une période de ma vie où je visais le milliard, je visais Floyd Mayweather. Et après, au fur et à mesure, comme je t'ai dit, ma foi qui grandit de jour en jour, d'année en année, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne servait à rien de vouloir autant de richesse matérielle. Ce qui était le plus important, c'était déjà la richesse du cœur, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence. Ensuite, la chose la plus importante, c'est d'avoir juste ce qu'il nous faut pour être heureux, pour être bien en fait. Pas le minimum, mais d'être assez aisé, convenable. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai plus pour ambition d'égaler Floyd Mayweather, d'être milliardaire, etc. J'ai juste pour ambition, voilà, que ma famille soit bien, heureuse, et le reste, si je peux faire du bien aux autres avec mon argent ou avec ma personne, je le ferai. C'est ça qui me motive aujourd'hui. Et maintenant, t'es champion du Glory, t'as littéralement plus grand chose à prouver. En fait, théoriquement, dans le monde du kickboxing, t'as été champion, t'as battu les meilleurs, t'es devenu le meilleur. Tu commences même à effectivement faire des rematchs et à recombattre des gens que t'avais déjà combattus, déjà battus.
Et tu continues en même temps à bifurquer un petit peu vers le MMA aussi, de temps en temps. Tu as été t'entraîner au Factory, MMA Factory, à Eke. Est-ce que tu as des projets clairs ou est-ce que tu vas juste aller au maximum de là où tu veux aller, dans tous les sports possibles, là où tu sais que tu seras le meilleur, ou que tu peux être le meilleur? J'ai des projets très très clairs. Je voulais être champion du Glory, prouver au monde entier que cette phrase « je suis le meilleur alors que le meilleur gagne » n'était pas que des paroles en l'air, que cette phrase n'était pas qu'une parole en l'air comme ça. Je l'ai fait, j'ai prouvé, j'ai assis ma suprématie. Maintenant, j'ai pour objectif d'être non pas le meilleur combattant de kickboxing au monde, mais le meilleur combattant tout court au monde. Je sais que j'en ai les capacités parce que comme pour les raisons que je t'ai évoquées auparavant, je t'ai dit voilà, je suis prédestiné. Je sais que j'en ai les capacités, donc je vais travailler très très dur pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Maintenant, il y a aussi cet orgueil qui me pousse à ne pas vouloir me contenter de ce que j'ai. Cet orgueil qui me pousse aussi à prouver que je suis meilleur qu'un tel, que McGregor, que moi aussi j'ai une histoire à raconter. McGregor, il a une très belle histoire. C'est magnifique ce qu'il a accompli quand on voit d'où il vient et où il est aujourd'hui. Mike Tyson, c'est une magnifique histoire quand on voit d'où il vient, Floyd Mayweather, etc. Et moi, je vais montrer que moi aussi, c'est cet orgueil-là aussi qui veut montrer que moi aussi j'ai une histoire magnifique. Regardez, et je vais vous le prouver. Et là où c'est magnifique, c'est que je le dis maintenant, et plus tard, quand les gens reverront ces images, ils diront putain, il l'a dit, et il l'a fait. Et donc, je veux pas juste me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Pour moi, j'ai pas accompli des trucs de fou. J'ai vraiment envie de prouver. Donc moi, mes objectifs sont très clairs. Oui, je veux être champion de l'UFC. Je veux être le seul combattant au monde à avoir été champion de kickboxing et à avoir changé de discipline et été champion de cette discipline-là. Donc aujourd'hui, il y a personne, hein, si je me trompe, mais Israël Adesanya, il a failli le faire parce qu'il a eu un title shot au Glory et il n'a pas réussi. Mais il n'y a personne qui a été champion du monde dans une discipline et hop, qui a été à l'UFC en tout cas, ouais. Pas à l'UFC. Donc moi j'ai envie d'être cette personne-là. J'ai envie d'être le premier Français champion de l'UFC. Alors aujourd'hui il y a des Français comme Cyril Gane à l'UFC, à qui je souhaite franchement le meilleur. Hein. Mais voilà, c'est un sport individuel. J'ai envie d'être le premier Français champion de l'UFC. J'ai envie d'accomplir ce que personne n'a jamais accompli. Forcément derrière il y a l'argent qui vient avec, forcément derrière il y a la notoriété, mais c'est pas tant la notoriété qui m'intéresse, c'est plus l'argent pour ma famille. Mais en ce qui me concerne, ce sera juste la satisfaction personnelle. Moi, s'il y avait que moi sur cette terre et personne d'autre, ce serait juste le fait de dire oui, j'ai accompli ça, mais fin. Après le reste, je m'en tape, moi l'argent, la notoriété, etc. Pour moi, la chose la plus importante dans la vie, c'est la famille, après Dieu. Pour moi, c'est la famille, et donc si je fais tout ça, si je me lève tous les matins, si je m'entraîne, charbonne, c'est que pour ma famille que j'ai aujourd'hui et pour ma future famille que je construirai, j'espère. Et le reste, ça m'intéresse pas. Donc si je fais tout ça, si j'ai ces objectifs-là de grandeur, de suprématie dans les sports de combat, c'est vraiment voilà, c'est vraiment que pour ça. Bien sûr, je vais pas mentir en disant qu'il y a de l'orgueil. Hein. J'ai envie de prouver que je suis le meilleur, forcément, mais c'est pas ma motivation première. Et maintenant que tu as eu un peu un tour du monde, parce que puisque tu veux être le meilleur, tu as été t'entraîner dans les meilleurs gyms de MMA autant que de kickboxing. Là, ta transition, elle en est où? Et est-ce que maintenant que tu as travaillé en lutte à Eke avec les meilleurs lutteurs, que tu as travaillé un peu partout, est-ce que tu es encore plus confiant maintenant, même si c'est plein de nouvelles disciplines que tu découvres, que ça va se faire? Je sais que ça va se faire parce que je le veux. Ensuite, est-ce que ça va se faire bien? Est-ce que je vais réussir? Ça, je te dirais forcément oui, parce que je vais tout faire je vais charbonner derrière en backstage pour pouvoir assumer mes paroles. Maintenant, oui, j'ai voyagé, j'ai été au hockey, je me suis entraîné en MMA, j'ai découvert, j'ai vu que c'était pas si facile que ça. En parlant, ça a l'air facile, mais dans la cage, ensuite, c'est autre chose. C'est complètement nouveau. Je mentirais si je disais que les doigts dans le nez. Maintenant, je vais charbonner parce que c'est forcément difficile parce que c'était la première fois. C'est forcément difficile parce que c'est nouveau. Mais je vais travailler très très dur, je vais prier, je vais travailler, je vais être là, je vais y croire et je sais que ça va fonctionner. Je sais que ça va fonctionner parce que j'aurai que ça en tête. Et avec la motivation
la motivation que j'ai, les motivations que j'ai, franchement, je vois pas ce qui pourrait m'arrêter. Donc forcément, ça va être très dur, hein, je le sais, je me suis entraîné, c'est dur. C'est dur hein, quand je parle du jiu-jitsu, du grappling, de la lutte, même debout. C'est hyper compliqué d'allier les deux phases de combat, le striking et la lutte. C'est hyper difficile de passer d'une phase à une autre, debout, assis, sur le dos, sur les fesses. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Mais c'est à ça que ça sert l'entraînement. Je préfère me mettre dans le rouge, me faire défoncer à la salle et dans la cage exceller. Et je sais que déjà je pars avec un avantage parce qu'en striking je suis juste le meilleur. Mais il n'y a pas que ça, il faut faire très très attention, il n'y a pas que ça. Et ça je m'en suis rendu compte. Parce que c'est vrai qu'à un moment où je me disais, franchement je travaillais un peu le sol, un peu la lutte et c'est bon. Et franchement non, c'est pas un peu. Non, il faut vraiment que je me bute. Vraiment que je me bute dans les phases de lutte pour pouvoir être au top dans la cage. Mais je sais que ça va se faire. Ça va se faire, hein. Là il me reste encore quelques combats avec le Glory. Je les ai pas, ils sont pas quantifiés parce que c'est pas en termes de numéros, c'est en termes de temps. Encore moins d'un an. Et je prends ce temps-là aussi pour me préparer en MMA à côté. Et une fois que le contrat sera terminé, là, je serai vraiment en mode préparation intensive pour mon premier combat, qui sera peut-être à l'Arena Fight ou alors dans une autre organisation. Parce que mes projets pour l'instant sont d'en faire 2, 3 avant l'UFC. Pour monétiser tout ça, augmenter un peu la hype, et ensuite arriver à l'UFC et tout niquer. Et on sait qu'en kickboxing, t'as été un petit peu partout et t'as fait pas mal de gym parce que t'aimes bien être un peu autodidacte. T'as fait plein de clubs différents, d'entraîneurs différents. En MMA, est-ce que c'est un peu pareil? Est-ce que t'es quelqu'un qui va tout essayer et une fois qu'il a vu tout ce qui se fait partout, apprendre par toi-même, développer ton propre style, tes propres techniques? Est-ce que ça va être un petit peu la même chose en MMA? Alors, je pense que ça m'a plutôt pas mal réussi en kickboxing. Alors pourquoi pas, je pense que dans un premier temps, il me faudra quand même un coach. Dans mes débuts, il me faudra un coach, un formateur, un très très bon, qui va m'apprendre les bases, parce que voilà, je connais pas tout, même si je suis très très bon en striking. Le MMA, c'est autre chose. C'est un sport à part entière. Ensuite, après ça, je pense que je vais faire ce que j'ai toujours fait, je vais voyager pour prendre le savoir de chaque entraîneur, de chaque compétiteur, de chaque personne, en termes de pratique et en termes de théorie aussi. Je vais prendre vraiment tout ce que j'ai à apprendre et revenir. Franchement, à ce niveau-là, niveau UFC, je pense que j'aurais quand même besoin de quelqu'un qui soit avec moi tout le temps. Je pourrais pas être autodidacte dans ce domaine-là ou alors m'entraîner seul parce que l'enjeu est tellement important. Tu me diras, l'enjeu est important aussi aujourd'hui aussi, mais bon. J'ai été champion comme ça, donc je resterai champion comme ça. Mais demain, j'ai pas envie de prendre le risque. J'ai vraiment envie de faire les choses bien pour ne jamais trébucher. Donc si j'ai envie de faire les choses bien, je vais pas me gonfler d'orgueil et dire ouais, je m'entraînerai tout seul. Non, là, je vais prendre un coach et il va falloir que ça matche avec le coach aussi, parce qu'il y a l'aspect humain et il y a l'aspect sportif. Donc si sportivement il gère, il sera avec moi, et si humainement c'est pas trop ça, malheureusement, ça va pas le faire. Ouais, pour toi, il faut vraiment que ce soit un tout lorsque tu es un entraîneur. Il faut vraiment que ce soit un membre de la famille, c'est ça. Et quand tu as été t'entraîner avec Eve, bon, la petite parenthèse évidemment, mais il paraît que tu as grapplé et que tu as lutté avec Khabib. Non, c'est faux. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai, non. Ah, ok. Et des gens. Je vais dire oui, mais mais non, je suis pas un menteur. J'ai assisté. Je venais juste de m'entraîner. On a fait du sparring et lui, il peaufinait sa prépa dans une autre pièce. Il y a plusieurs pièces, ouais, et ensuite à la fin, il est venu et quand c'était la fin, quoi, il est venu dans la pièce principale. On a tous tourné un peu au sol, Islam, Khabib, vite, mais vraiment très léger. Et moi, par respect, je vais pas aller tourner avec lui au sol, alors que moi, je connais rien au sol et même, moi, j'ai déjà blessé des mecs au sol parce que les mouvements, ils sont pas fluides, ils sont pas orthodoxes. Donc, souvent, je vais mettre un coup de pied sans faire exprès. Et vraiment, par respect pour lui, champion qu'il est, de sa discipline, et je voulais pas aller tourner avec lui au sol, voilà. C'est un manque de respect, un peu, voilà. Mais donc on n'a pas tourné ensemble, que ce soit en pied-point ou alors au sol. En pied-point parce que c'était très proche de son combat et je comprends, il veut pas se blesser.
Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris de Khabib, ou en tout cas en le voyant s'entraîner, en le voyant, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu chez lui et dont tu t'es inspiré? Déjà, j'ai vu son humilité et ça, c'est vrai que souvent on le dit comme ça. Il y a certains qui disent non, mais c'est un faux humble, c'est pas vrai. Là, j'ai vraiment vu son humilité parce qu'on était là entre nous à l'extérieur, à aller manger. Non, il est vraiment humble. Donc, bien sûr, je m'inspire de ma grand-mère. M'a toujours dit, quand tu es avec quelqu'un, imite son bon comportement, imite ce qui fait de bien, n'imite jamais ce qui fait de mal. Donc là, forcément, je vais imiter avec plaisir quand je vois qu'il est humble, il se prend pas la tête, il prend des photos, il serre la main. Il est vraiment très humble, alors que c'est une machine de guerre. Donc moi, j'imite ce comportement. J'essaie d'être humble au maximum, même si le personnage d'Oumsed, c'est pas ça qu'on voit du personnage d'Oumsed, mais si on lit entre les lignes, on voit que voilà, je suis très humble parce que je sais que ce que j'ai aujourd'hui peut m'être repris demain. Donc voilà, je suis toujours très reconnaissant de ce que j'ai. Ensuite, quand il tournait au sol, je voyais cette aisance qu'il avait. Je voyais vraiment que c'était le mec qui luttait depuis qu'il avait 2-3 ans. C'était un truc de fou quand je le voyais lutter. C'est tellement facile pour lui, etc. que ça m'a motivé en fait. Ça m'a motivé, je me suis inspiré de ça parce que je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'être comme ça un jour. J'ai envie d'avoir cette aisance-là avec la lutte, etc. Comme l'aisance que j'ai avec le striking. Et si j'ai les deux, personne m'arrête. Ouais, c'est terminé. Ouais, c'est fini. Et justement, ce côté un peu trash talk, ce côté un peu chambreur et tout ça, qu'est-ce qui fait que tu prends autant de plaisir à le faire? Et est-ce qu'il y a derrière, c'est juste parce que ça te fait rire et parce que ça te permet aussi d'être à l'aise? Ou est-ce que derrière, il y a aussi une petite idée un peu à la Mohamed Ali de si je peux le déstabiliser, je vais le faire quand même? Alors, dans un premier temps, c'était vraiment par aisance. C'était vraiment personnel. C'est-à-dire que je le faisais parce que ça me faisait rire. C'était mon côté comédien, mon côté comique. Je le faisais parce que ça faisait rire les gens, d'abord. Parce que les gens me disaient, t'es trop fou ce que t'as dit, etc. Donc, je le faisais parce que ça faisait rire les gens, parce que j'avais un public derrière pour apprécier ça. Et aussi parce que ça me faisait rire, parce que c'est la réaction des gens, moi, qui me faisait rire. Quand les gens se disaient, mais t'es fou. Et moi, ça me faisait rire, ça me faisait kiffer. Ensuite, j'ai vu que ça déstabilisait les adversaires. Donc, du coup, je me suis dit, putain, ça m'a nourri, ça. Je me suis dit, je vais continuer. Et je continuais, et là, je personnalisais. Je faisais des montages, je coupais des têtes, je faisais des messages personnalisés, end of Nikki, prier pour Myrtle. Donc là, quand j'ai compris que ça déstabilisait l'adversaire, j'ai commencé à vraiment le faire personnellement. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est vraiment un don, parce que on peut pas le faire avec tout le monde. Il y a des adversaires avec qui j'avais pas besoin de le faire, des mecs comme Jimmy Vienno, des mecs comme Nicky Oscan lors de notre deuxième rencontre. J'ai pas eu besoin de faire des montages ou de faire du trash talk. C'était vraiment bon enfant. Je le sens en fait quand il y a un bon client pour ça. Et je le sens quand la personne elle est pas du tout dans ça. Et on se serre la main, on fait une accolade, on fait une guerre et après on se refait une accolade. Donc c'est vraiment c'est vraiment inné. C'est mon tempérament à moi. Je pourrais pas aller dans une compétition sans mettre un peu de piment et ça me permet de déstresser aussi. C'est une sorte c'est un exutoire. Ça me permet de déstresser, je vais faire le con. Derrière, ça me permet de m'entraîner très dur pour assumer mes paroles. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Et maintenant, je le fais toujours. Tout dépend de l'adversaire qui est en face de moi. Du coup, c'est un parallèle qui est en or. Tu veux justement ensuite, après ta carrière dans les sports de combat, devenir faire du stand-up, t'en fais déjà, mais devenir comédien, continuer le stand-up. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui, du coup, tu disais depuis la cour d'école, depuis que t'es tout petit, c'est quelque chose que tu sais, que tu garderas à côté et vers lequel t'as qu'une envie, c'est de revenir. Comment est-ce que tu vois ta carrière d'après et est-ce que c'est sûr que ce sera dedans? J'ai vraiment pas de vision à long terme. C'est ça la magie du destin, c'est que tu peux te projeter, tu peux t'imaginer ceci, cela et ça se passera jamais comme tu l'imagines. Alors, j'ai vraiment pas de vision à long terme. Par contre, j'ai des projets, oui. J'aimerais bien être acteur. J'aimerais boxer le moins longtemps possible, combattre le moins longtemps possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que j'ai prouvé, comme Khabib, j'aimerais arrêter après. Parce que c'est pas la vraie vie. Qu'est-ce que j'entends par c'est pas la vraie vie? C'est-à-dire, c'est pas un métier, ça. Tu vois, on s'inflige vraiment tellement de souffrances, on s'inflige des manques, parce qu'on des privations, on se prive des moments avec sa famille. Aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, mais je sais que quand j'en aurai, ce sera encore plus dur. J'ai pas de femme, mais quand j'en aurai, ce sera encore plus dur. On s'inflige vraiment tellement de souffrances. Tout ça pourquoi? Pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais une fois qu'on
qu'on a assez pour subvenir à leurs besoins, pourquoi continuer? Et moi, Dieu merci, j'ai une autre passion et je suis doué dans autre chose, comme le cinéma, l'humour. C'est ce que je veux faire avant tout. Je prends pas de coups, je fais pas de régime, je fais pas de diète, je m'entraîne pas. C'est magnifique. Et c'est que du jeu et ça me fait autant kiffer que la victoire. Donc, en plus, t'es toujours sous le feu des projecteurs, t'es toujours entre guillemets, dans le showbiz. Donc, ça va pas trop changer. Donc, moi, c'est vraiment ce que je veux faire. J'ai vraiment envie d'être acteur, humoriste. J'ai pas d'idée précise, mais si je peux faire les deux, je ferai les deux. Mais l'acting, c'est ma came. Est-ce qu'il y a un parallèle au niveau, avant de rentrer sur une scène pour du stand-up ou dans un ring, est-ce qu'il y a un parallèle au niveau du stress? Est-ce que tu as des trucs que tu retrouves? Est-ce que l'un est plus compliqué que l'autre à gérer? Comment est-ce que les deux se valent? Récemment, je suis remonté sur scène et c'est vrai que j'ai stressé parce que ça faisait très longtemps. J'ai stressé et ensuite je me suis dit, mais attends, mais quand t'es derrière les rideaux avant de monter dans le ring, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir. C'est différent. C'est vrai que tu stresses de te planter, d'oublier ton texte, tu stresses de pas faire rire. Et derrière le rideau, au Glory, tu stresses de prendre un KO, tu stresses de pas avoir assez de jus pour boxer, tu stresses de pas faire le bon combat. Donc, forcément, oui, je dirais que le stress de la boxe, il est beaucoup plus important parce que c'est, selon un de mes entraîneurs à Hollande, c'est le stress qui se rapproche le plus de la mort. Parce que c'est le même stress que les soldats quand ils vont à la guerre. C'est le même stress, donc c'est le plus gros stress, quoi. Peur de mourir. Donc, le stress du sport de combat est beaucoup plus intense que celui de la scène. Mais, ça n'empêche pas que, c'est parce qu'il est beaucoup plus intense que je n'en ai pas. J'en ai quand même avant de monter sur scène, parce que bon, c'est quand même un moment où, si tu fais un flop, putain, ça fait mal. C'est limite, je préfère prendre des coups que faire un bide. Donc, voilà. Et, est-ce que tu as une peur quand tu montes? Évidemment, il y a peut-être la peur du chaos, mais tu disais que c'est peut-être plus la peur de décevoir. Est-ce que tu as une peur quand tu montes sur un ring pour ta carrière, ou il y a quelque chose qui pourrait te bloquer? J'ai peur de perdre. Mais ça veut dire quoi, peur de perdre? Peur de perdre, pour moi, c'est peur de décevoir, pas de décevoir, mais peur de rendre triste ma mère. Elle sera jamais déçue, parce qu'elle sait à quel point je m'entraîne et à quel point je charbonne. Elle sera jamais déçue. J'ai peur de lui faire ressentir ce sentiment de peine, de déception, oui, parce que bon, elle est pas déçue de moi, elle est déçue de la défaite. Donc j'ai peur de lui faire ressentir ça. J'ai pas envie, parce que moi je veux qu'elle kiffe, j'ai envie qu'elle ait un ascenseur émotionnel, stress et boum, joie, directement. Et passer une semaine à l'entendre dire c'est pas grave, franchement, ça me saoule. Ce sont les pires moments. Je les ai vécus, j'ai plus envie de les revivre, hein, parce que je les ai vécus. Et donc, oui, c'est une peur, parce que le stress, c'est une sorte de peur. Donc, c'est la peur de décevoir ma mère, la peur de... Encore le public, je m'en tape, parce que personne sait vraiment ce que je fais en backstage. Personne sait vraiment ce que j'endure pour monter dans le ring. Et personne n'est capable de faire ce que je fais. Donc, décevoir les gens, je m'en tape, je vis pas pour les gens, je vis que pour Dieu et ma famille. Donc c'est vraiment cette peur pour les miens. Cette peur pour les miens, donc forcément, c'est la peur de la défaite. Est-ce que toutes les victoires sont bonnes à prendre? Non plus. Si je fais un combat de merde, ou si l'adversaire est volé, parce qu'on m'a avantagé, je me sentirai pas bien non plus. Ce sera une sorte de défaite pour moi. Quand je prie pour le combat, je prie pas pour gagner. Je prie pour faire un beau combat. Parce que à la fin, la suite logique après un beau combat, c'est la victoire. Donc voilà. Cédric Doumbé, merci pour tout. Merci à toi. Et puis, à très bientôt et bon courage pour la suite. Je vais juste rajouter un truc très important. C'est vrai que les gens ont tendance souvent à l'oublier, mais c'est très important que les gens sachent que je suis le meilleur, alors que le meilleur gagne. Swear.